L'ombre est pratiquement dès le début présentée comme l'être le plus fort de son nouveau monde. Mais vous êtes-vous déjà demandé comment il est parvenu à cette grandeur absolue? Aujourd'hui nous allons analyser son ascension complète, étape par étape, y compris toutes ces scènes coupées dont beaucoup ne se doutaient même pas. Nous allons parcourir le chemin depuis ses premiers entraînements fous, ses combats contre des dragons antiques et jusqu'au moment où on a littéralement voulu faire de lui un dieu. Au fait, écrivez dans les commentaires dès maintenant, pensez-vous que Sid est un véritable génie qui a tout calcul, ou a-t-il simplement une chance insolente? Voyons qui est le plus nombreux parmi nous. Mais par quoi tout a commencé? Par une folie absolument géniale. Afin d'acquérir de la puissance, Sid, dans sa vie antérieure en tant que simple lycéen japonais nommé Minoru Kageno, s'est entraîné à tout ce qui était possible, des arts martiaux à la tactique, peaufinant ses compétences sur de malheureux bandits. Cependant, le garçon se heurte à la limite physique du corps humain. Et comment a-t-il résolu ce problème? De manière radicale. Il littéralement fracasse la tête contre un arbre à la recherche de la magie. Et quand une lumière tant désirée a jailli devant ses yeux, ce n'était pas de la magie. C'étaient les phares du camion qui a envoyé ce réincarnation. Ironique, n'est-ce pas? Et voici pour vous un premier fait choquant qui brise toute la chronologie habituelle et dont on ne parle pas dans l'anime pour une raison quelconque. Saviez-vous seulement ce qui arrive à la Terre après sa mort? Eh bien, des monstres magiques ont commencé à y apparaître, réduisant l'humanité à 1/100 de sa population. Et cette même Akane Nishino qu'il avait autrefois sauvé est devenu le premier chevalier noir de la Terre. C'est à dire que Sid est parti, mais elle laisse derrière lui un chaos total. Mais attendez, dans le nouveau monde, tout ne faisait que commencer. Sid est réincarné dans un monde où le temps s'est écoulé 5 fois plus vite que sur Terre. Initialement, la magie n'existait pas ici, mais après la collision de cette dimension avec le royaume des démons, le mana a pénétré dans le monde, ce qui, soit dit en passant, a entraîné l'extinction des dragons. Notre héros est né dans la noble famille Kageno, qui forme des chevaliers sombres depuis des générations. Et tandis que Sid s'entraînait secrètement à la magie, à l'escrime et aux arts martiaux, il jouait magistralement pour tous les autres le rôle des faibles sans intérêt, s'effaçant derrière sa talentueuse sœur aînée Claire. Mais on ne peut pas cacher une aiguille dans un sac. Quand Sid n'avait que 6 ans, Claire la entraîne dans la forêt pour chasser les bandits en guise d'entraînement. Mais quand les brigands ont attaqué, Claire a été assommée. Et avant de perdre connaissance, elle a aperçu du coin de l'œil son faible petit frère afficher un sourire diabolique. Elle a mis cela sur le compte d'une hallucination. Elle a eu tort. C'est à ce moment-là que Sid, âgé de 6 ans, utilise pour la première fois la technique Overdrive, qui pousse temporairement les capacités physiques et magiques à un niveau extrême, et a éliminé en un clin d'œil les criminels les plus dangereux du pays. Depuis lors, la nuit, Sid menait une double vie. Il chassait les bandits, les dépouillait, car un grand héros a besoin d'un capital de départ, et améliorait constamment son camouflage, passant de simples chiffons à son légendaire costume de bave. Dans son premier rôle de tueur de bandits, il sauve le jeune Rufus de ravisseurs, aveuglant et éliminant sans pitié leur chef gitan ainsi que tous ses subordonnes. À l'âge de 10 ans, Sid tombe sur une proie étrange lors d'un de ses raids. Un morceau de chair en décomposition souffrant de la possession démoniaque. Une personne ordinaire aurait eu peur, mais Sid a ressenti une quantité colossale de mana dans ce corps et a décidé de l'utiliser comme cobaye pour ses expériences magiques. 1 mois de recherche scientifique et voilà. Le corps a guéri, se transformant en une magnifique elfe. Pour justifier ses sorties nocturnes, Sid invente sur le champ une histoire pompeuse sur le sinistre culte de Diabolo qui mutile les gens, et a déclaré qu'il devait le combattre. Et maintenant, appréciez le niveau des absurdités. Sid était persuadé à 100% de raconter des absurdités totales pour le plaisir d'un jeu de rôle. Mais ce maudit culte s'est avéré réel. Ainsi, sans même le savoir, Sid a créé la plus grande organisation de l'histoire. Le Jardin des Ombres, en prenant le nom de l'Ombre. Un vrai génie malgré lui. Voyons comment l'Ombre rassemble ses fidèles compagnes, car chacune d'elles lui doit la vie. Mais il y a un piège ici, dont nous reparlerons un peu plus tard. Au fait, avez-vous lu le roman ou joué au jeu officiel de la franchise? Si ce n'est pas le cas, vous avez manqué une immense partie de l'histoire de ces filles,
car dans El Anime, de nombreux details de leur passe ont simplement été coupés. Écrivez dans les commentaires la préhistoire de qui vous voulez analyser dans une vidéo dédiée. Pour l'instant, rappelons les bases. Alpha est devenue la première elfe sauvée, prenant la place de bras droit de l'ombre et de leader de fait de l'organisation. Beta, l'amie des enfances des Alpha, a été sauvée par l'ombre alors que ses parents effraient tentaient de la tuer à cause de sa possession. Au début, elle était craintive, mais elle a vite compris que l'ombre était son dieu. En fait, tout le jardin des ombres n'est pas simplement une faction, c'est un organisme unique nourri par le mana de Sid. Plus elles grandissent, plus la puissance de l'organisation grandit. Gamma s'est avéré être le véritable cerveau de l'organisation. Sid a vite compris qu'elle était maladroite à l'absurdité au combat, et lui a enseigné les connaissances de la terre, de l'économie à l'ingénierie. Le résultat a dépassé toutes les attentes. Gamma a créé la méga-corporation Mitsugoshi, rendant le jardin des ombres indécemment riche. Alors que Sid pensait qu'elle jouait juste à la marchande, les filles ont bâti un empire financier mondial. Des choses pareilles arrivent. Delta, anciennement connue sous le nom de Sarah, est une bête de combat folle. Affamée dans son enfance, elle a terrassé un sanglier géant à l'âge de 3 ans, et à 12 ans, elle était plus forte que le chef de sa tribu. Tombant malade de la possession, elle a fui la colère de son père et a trouvé son nouveau chef de meute en la personne de Sid. Epsilon était une noble gâtée, trahie par sa famille à cause de la maladie. L'ombre l'a sauvée sur un sentier de montagne. Complexée par sa silhouette par rapport aux autres, Epsilon a commencé à ne dormir que 3 heures par nuit, utilisant la magie de Sid pour repartir de manière idéale la bave dans son costume et améliorer les proportions de son corps. Voilà ce qu'on appelle de la détermination. Zeta, anciennement connue sous le nom de Lilim, a un passe tragique. Sa famille a été massacrée par Peto, le 9e membre du cercle de Diabolo. En tentant de s'enfuir, elle a été capturée. Mais à son appel de détresse désespérée, l'ombre est apparue. Pour la sauver, il a utilisé une technique qui n'était prête qu'à 60%. Et devinez quoi? Delta a mentionné plus tard que même cette ébauche aurait suffi à rayer de la carte tout le royaume de Midgard. Et maintenant, faisons une pause. Avez-vous remarqué à quel point ce garçon possède une force monstrueuse? Plus tard, sa magie deviendra encore plus absurde. Eta est devenu le 6e membre du Jardin des Ombres. Cette elfe chercheuse de génie a été sauvée de la possession et a reçu de précieuses connaissances de la vie antérieure de Sid. Quand Sid a eu 12 ans, il a remarqué des symptômes de possession chez sa sœur Claire et elle a guéri en secret. Mais le plus intéressant se passait avec sa propre magie. Grâce à des expériences folles sur son propre corps, son mana grandissait proportionnellement aux années vécues. À 13 ans déjà, Sid pouvait accélérer ses sens au point que le temps autour de lui s'arrêtait littéralement. Cette capacité peut être perçue comme un arrêt partiel du temps. Lorsque les 7 ombres sont parties développer l'organisation, Sid les a suivis par hasard dans la forêt de El Abîme, battant au passage le dragon de brume antique qui vivait depuis l'apparition de la magie. L'ombre voulait juste rentrer à la maison avant le couvre-feu, il a donc laissé le dragon à Alpha. Il n'a même pas compris qu'il avait offert au Jardin des Ombres l'accès à la site perdue des Alexandrie, devenue leur nouvelle base. Pour lui, c'était encore un jeu de guerre. Imaginez le visage des Alpha, qui pensent qu'il s'agit d'un coup stratégique génial du grand maître. Alors que Sid court à la maison pour ne pas se faire gronder par ses parents. À 14 ans, Sid sauve la Sainte Victoria directement de l'échafaud, la guérissant de la possession. L'ancienne fervente servante de l'Église se transforme en une fanatique dévouée à l'ombre au sein du jardin. Et à 15 ans se produit un événement historique, le monde tremble pour la première fois sous la technique de l'explosion atomique. Initialement, l'auteur du roman voulait nommer cette technique en l'honneur du missile balistique nord-coréen Tapodome, mais à cause de la censure politique, il a changé le nom pour le culte bombe atomique. Et cette décision s'est avérée excellente, car le chuchotement pompeux de Sid est devenu légendaire. Sid déclarait que grâce à son entraînement, il peut soulever 100 tonnes. Lors du tournoi de l'école, il ne montre de manière moqueuse que 15 de ses 48 techniques fétiches de l'art du figurant, faire semblant d'être faible.
Et lors de l'attaque des terroristes du culte menée par Lutran Barnett, le 12e membre du cercle, Sid se dépasse lui-même, il arrête son propre cœur pendant 10 minutes, juste pour jouer de manière spectaculaire le rôle du figurant tragiquement décédé. Naturellement, une fois revenu à la vie, il réduit Lutran en poussière. Vous pensez que le ridicule a atteint son paroxysme? Loin de là. Sid se rend à l'Indwurm, où il invoque Aurore, la sorcière de la Calamite. Remarquant des chaînes sur elle que personne des autres ne voyait, il la bête, puis la libérée dans le sanctuaire, là où la magie est censée être bloquée. Mais l'ombre n'en a cure des règles. Il a préalablement densifié son mana pour qu'il ne se dissipe pas, et a écrasé le héros légendaire Olivier avec une nouvelle version ésotérique de sa frappe atomique, détruisant des centaines de copies de l'adversaire et tout le sanctuaire aux alentours. Après cela, Sid s'amuse comme il peut. Dès à bord, il prend l'apparence du combattant faux new person et remporte le tournoi de Bouchin sans une once de magie, puis il écartait avec panache la princesse Iris et Béatrix, démontrant une vitesse qui frise la téléportation. Pour finir, il part vers le coucher du soleil, changeant littéralement la météo par sa prestance. Que pensez-vous d'un tel niveau de domination? Écrivez dans les commentaires quel masque de Sid vous plaît le plus, John Smith, l'ombre ou, peut-être, le discret Suzuki? Dans la Cite sans loi, il décide de se procurer des trésors. Pour protéger son argent de l'alliance commerciale, il prend l'identité de John Smith et provoque l'effondrement du marché financier, combattant au passage avec des fils de bave extrêmement fins et mortels, tel un marionnettiste. Dans le royaume des Oriana, il punit des gardes corrompus en leur arrachant le cœur en une fraction de seconde. Puis, en combattant Mordred, le 9e membre du cercle, qui invoque le roi démon Ragnarok, l'ombre fait pousser des ailes de bave, découpe le démon. Avec une cage de fils, et annihile Mordred lui-même avec une explosion atomique concentrée. Et c'est là que l'intrigue fait une pirouette brutale vers l'arrière, brisant tous les codes. En sautant dans le portail de la Rose Noire, l'ombre est transporte sur Terre avec Beta. Sauf que sur Terre, seulement 3 ans se sont écoulés depuis sa mort, alors que dans son nouveau monde, 15 ans passent. La Terre est en ruine, infestée de monstres. Sid fait semblant d'être un lycéen amnésique nommé Minoru, mais il est rapidement reconnu par Akane Nishino. Quand les monstres envahissent la ville, l'ombre entre en scène avec ses mots, le vent pleure. Dès une seule tempête, il fauche des hordes de monstres, puis confirme son succès avec une nouvelle technique de l'épée atomique, tranchant littéralement le ciel nocturne en deux. Quant à Akane, folle de rage à cause des injections de sang de monstres, elle attaque, l'ombre la ligote simplement avec les chaînes noires qui ont découpé Ragnarok, et prononce « Arrête de te faire enlever tout le temps ». Après quoi Beta a emmené Akane guéri dans son monde. De retour, Sid découvre que Claire a disparu. Il est persuadé qu'elle traverse juste une phase sévère de crise des adolescences qu'elle doit surmonter. Bien que Sid lui-même n'en soit jamais sorti. Pendant ce temps, le Jardin des Ombres menait une guerre totale contre l'Église. Mais parmi les 7 ombres, et précisément chez Zeta, un autre plan mûrit. Elles veulent ressusciter Diabolo elle-même pour faire de leur maître Adore un dieu immortel. Et le plus amusant, Sid mentionne un jour à la princesse Iris que pour elle l'immortalité, il était prêt à détruire le monde entier. Elle a pris cela pour une menace de méchant, et Zeta l'a reçu comme une directive directe à exécuter. Pour finir, Sid organise une autre performance à l'Académie. Quand on met à tout le monde des colliers explosifs, Sid ajuste son mana au niveau d'un cadavre, prend l'apparence de l'étudiant médiocre Suzuki Hope doté d'une intelligence remarquable, et commence son enquête. Confronte à Fenrir, le 5e membre du cercle et le plus fort escrimeur de l'histoire, Sid se bat contre lui avec un simple stylo. Imaginez la scène. L'ancien maître de l'épée contre un simple lycéen avec un stylo à billes. Et quand Fenrir utilise sa technique suprême des images résiduelles cigales, l'ombre répond avec une version améliorée, ces images résiduelles s'envolent dans le ciel comme des dragons, et il exécutait le cartage atomique, effaçant littéralement l'ancien guerrier. Au dernier soupir de Fenrir disant qu'il a réussi à voir le sommet de l'escrime, Sid répond froidement, il n'y a pas de sommet. Quand un homme croit avoir atteint une certaine limite, il ne s'améliorer plus. Pour purifier Midgard des nobles corrompus, Sid se réincarnait en Jacques l'Éventreur, utilisant comme arme des cartes chargées de mana.
Dès un claquement de doigts, il fait exploser la tête des nobles, bat des milliers de combattants et sauve une autre fille cobaye du culte, la guérissant comme il l'avait fait autrefois pour les Sept Ombres. En fin de compte, Sid, sans même s'en rendre compte, se dirige inexorablement vers le statut de Dieu qui gouvernera le monde depuis l'ombre la plus profonde. Et le plus intéressant, il semble que la réalité elle-même se plie à ses fantasmes fous, transformant chacune de ses inventions en vérité absolue. Et maintenant, j'ai une question sérieuse pour vous. Êtes-vous au courant de ce qui se passe après la fin de la 2e saison de l'anime? Si vous voulez savoir quelle chose folle Sid a fait ensuite dans le roman, quels nouveaux alter-ego il a adopté, comment le Jardin des Ombres a réagi au retour des Akan, n'oubliez pas de mettre un JM et d'écrire dans les commentaires je veux